Bonsoir à tous. La pandémie de Covid-19 a aggravé les défis de développement du Cameroun et suscité des inquiétudes quant à ses perspectives de croissance et sa situation budgétaire, alors qu'il a bénéficié d'importants financements du Fonds monétaire international pour faire face aux répercussions économiques de la crise sanitaire. Un scandale de détournement de fonds a éclaté, impliquant des membres du gouvernement, des hauts cadres de l'administration publique et même des prestataires, au regard de l'ampleur des malversations financières décriées dans le rapport final de la Chambre des comptes. 20 femmes leaders sont montées au créneau pour dénoncer la mauvaise gestion des fonds Covid-19 et interpeller le Fonds monétaire international sur sa responsabilité visant à exiger des comptes au Cameroun. Malgré ces dénonciations, le FMI vient d'accorder au Cameroun 375 milliards de francs CFA de crédit pour un programme d'ajustement structurel établi sur 3 ans. Le plaidoyer des femmes camerounaises en faveur de la transparence et la lutte contre la corruption a-t-il été entendu? Quelle est leur analyse de l'évolution de la crise sociopolitique et du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest? Pourquoi, selon elle, l'expression démocratique est menacée au Cameroun? Dans ce contexte où s'exacerbent les tensions sociales, les crises politiques et les défis sécuritaires, comment désamorcer cette situation? Ce soir, mesdames, messieurs, c'est l'heure de vérité pour Maître Alice Com, l'une des premières femmes avocates au barreau du Cameroun, présidente du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Elle fait partie de ces 20 femmes leaders camerounaises ayant interpellé le Fonds monétaire international sur la malgouvernance au Cameroun. Maître Alice Com, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un devoir d'accepter votre aimable invitation. C'est même un privilège parce que c'est un espace d'expression pour vos invités et c'est un espace que l'État du Cameroun refuse à ses compatriotes. Alors quand vous donnez l'occasion à quelqu'un d'exercer ce droit de s'exprimer sur les questions du jour, questions d'actualité qui concernent tous les Camerounais, croyez-moi, la médaille, c'est à vous que je la décerne. Merci, Maître Alice Com. Pour mener à bien cet entretien, je suis en compagnie de Armstrong Formy. Armstrong, good evening. Bonsoir, Cedric Nufele. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us again on this special edition of your favorite program, La Vérité en Face. We have today as guest Barrister Alice Com. She is one of the pioneer female lawyers in Cameroon. She is also one of the female leaders who wrote to the International Monetary Fund concerning the mismanagement of COVID-19 funds in Cameroon. And above all, she is a board chair of the network of defenders of human rights in Central Africa, known in its French acronym as REDAC. Barrister Alice Com, we are grateful that you accepted our invitation. Yes, I did, but I had to do that. And thank you very, very much for inviting me here. This is an exceptional occasion to me to exchange with you and to try to know what is going on in our country, because this is quite exceptional. The state of Cameroon never gives the floor to someone who is not in their camp. So thank you very much for doing that. Thanks once again. Et sur ce plateau, pour mener cet entretien, Duval Fango est avec nous. Duval, bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir à notre invité, Maître Alice Com. Et surtout, merci d'être sorti d'une Kouta depuis novembre 2019 pour venir à cette émission où nous espérons que vous nous gratifierez, comme c'est d'ailleurs le cas très souvent, de belles anecdotes sur l'histoire politique de notre pays. Merci d'être là. Merci d'être là ensemble, parce que le mot ensemble n'est plus souvent utilisé aujourd'hui. Et merci de donner à la vieille personne que je suis l'occasion de faire entendre sa voix. Tout le monde sait qu'au Cameroun aujourd'hui, l'espace civil et politique a sa petite peau de chagrin, se rétrécit. Et c'est pour nous l'occasion aujourd'hui, avec vos téléspectateurs qui sont nombreux,
d'échanger, de faire connaître mon point de vue sur l'actualité qui nous concerne tous. Maître Aliscom, le Cameroun vient de bénéficier de 375 milliards de francs CFA, qui sont des crédits issus de certains services, facilités de crédit élargis et d'autres mécanismes de crédit octroyés par le Fonds monétaire international. Décision du conseil d'administration, un programme établi sur 3 ans, une décision qui intervient 6 jours après votre deuxième lettre ouverte adressée à la directrice générale du Fonds monétaire international, une lettre dans laquelle vous interpellez le FMI sur les questions de malgouvernance et le manque de transparence autour des fonds du FMI mis à la disposition du Cameroun et dont la gestion, selon vous, a été calamiteuse. Le fait que le FMI accorde finalement cet important crédit au Cameroun est-il une preuve que vous n'avez pas été entendu? Oui, c'est pas du tout ça. Le Fonds monétaire nous a entendus et nous l'a fait savoir. Que l'on ne se gargarise pas de mots, ce n'était pas un combat entre le ministre des Finances, très expérimenté dans l'art de manipuler les mécanismes. C'est tout à son honneur. Hein. Les mécanismes internationaux, c'est un excellent ministre des Finances, il sait ce qu'il faut faire, qui a statué sur dossier. Le Fonds monétaire, en posant cet acte, n'a jamais voulu dire que le Cameroun a perdu sa place de champion en matière de détournement de deniers publics et en matière de transparence dans la gouvernance et dans la gestion du pays. Il ne faut pas croire que c'est ça la réponse du Fonds monétaire. Il ne faut pas non plus croire que le Fonds monétaire s'est dit « Oh, c'est 20 femmes, qu'est-ce que ça peut faire? Nous avons le pouvoir de... » Non, pas du tout. Ce n'est pas ça le sens de la réponse. La réponse que le Fonds monétaire a donnée prouve simplement une chose, que l'État du Cameroun ne prend pas cet argent pour ses populations et que le Fonds monétaire les donne pour ses populations. Et si le Fonds monétaire donne cet argent pour que ce que les populations ont mis en place par des élections, ont désigné pour recevoir cet argent pour leur servir, eh bien, nous devons, nous, vous, moi, les autres, nous sentir interpellés en se disant, qu'est-ce qu'on fait? Ne mettez pas le fardeau sur les 20 femmes. Nous sommes les populations. Le Fonds monétaire a eu à cœur de donner un appui financier à ceux à qui j'ai donné la charge et le pouvoir de percevoir cet argent pour nous. Et nous voyons, le Fonds monétaire a fait son travail, il est là pour ça. Mais cet argent passe par des gens que nous avons élus. Vous, moi, les autres. Et quand cet argent n'arrive pas à destination, il ne faut pas regarder le Fonds monétaire. Est-ce qu'il ne faut pas lire... Il ne faut pas regarder le Fonds monétaire. Je veux que ça soit très clair. Est-ce qu'il ne faut pas y lire une sorte de contradiction dans le comportement, dans les attitudes justement de cette institution financière internationale? On se souvient que lorsque cette affaire de Covid-Gate a été portée sur la place publique, on a parcouru beaucoup de tabloïds qui, pour l'essentiel, insistaient sur le fait que le FMI exige des comptes. On a lu ça dans pas mal de journaux. On était convaincus que les facilités à venir dépendraient des justificatifs apportés par le Cameroun par rapport au premier déblocage qui a été fait. Le FMI n'a jamais dit qu'il ne demande pas de comptes au Cameroun. Attention, il y a des langages voilés, il y a des langages diplomatiques qu'on utilise dans la circonstance. Ah oui, le Fonds monétaire n'a jamais dit, en posant cet acte, qu'il abandonne son exigence de conditionnalité. Je pense que vous savez très bien que la Chambre des comptes qui a fait cet audit n'a pas agi sur la demande du gouvernement. C'est le Fonds monétaire qui a exigé et qui a appuyé les magistrats de la Chambre des comptes. Si vous avez aujourd'hui un rapport qui dit des vérités contre les tenants du pouvoir,
c'est parce que le Fonds monétaire et les autres ont protégé les personnes qui ont fait ce rapport. Yes, Pour qu'ils puissent le faire en toute transparence. Et qu'on puisse mettre ça à la disposition des populations de Cameroun pour leur dire, voilà ce qui se passe chez vous. C'est vous qui avez élu ces gens-là. C'est votre argent qu'ils sont en train de dilapider, de s'approprier. C'est vous qui allez payer. Assumons. Dans une Il ne faut pas tout mettre. Attention. Nous avons là-dedans le bon rôle. Parce que si le Fonds monétaire n'avait pas ordonné cette expertise, ou si elle avait été ordonnée par l'audit, par quelqu'un d'autre, vous n'auriez même pas su. Les gens disaient dans les médias, le rapport a fuité. Mais peut-être que c'est que pour ça, on a fuité pour que vous, qui êtes les débiteurs du Fonds monétaire de demain, vous preniez conscience en fait. Et enfin, et que vous puissiez jouer votre partition. Pas regarder le Fonds monétaire en disant « donc vous avez échoué les 20 femmes ». Pas du tout. Moi, je n'ai pas du tout la même lecture de la situation que tout le monde. C'est trop facile. Après votre première lettre ouverte, Maître Alice Combes, vous avez discuté avec de hauts responsables du FMI. Quelle a été la teneur des échanges et sur quel point vous avez été peu satisfaite parce que vous avez écrit une deuxième lettre ouverte? Oui. Nous l'avons écrite à dessein. Nous savions qu'il y avait ce conseil. C'était juste pour montrer qu'on ne lâche pas la pression. Et que le Fonds monétaire ne lâchera pas non plus la pression. Mais le Fonds monétaire a une façon d'exprimer son désaccord ou ses pressions qui n'est pas la même que les populations du Cameroun qui ont été lésées, volées, ridiculisées, abandonnées à leur propre sort face à la pandémie du Covid qui est mortelle. Et on a eu enfin l'occasion de voir le peu de cas que les personnes que nous avons élues, qui sont au pouvoir et qui gèrent tout ça, nous avons eu l'occasion, grâce à ça, de voir. Mais cette occasion, cette occasion doit aussi être celle de notre action. Comment on réagit? Donc, c'est ça que j'attends. En réalité, lorsque vous avez engagé cette démarche-là, ce n'était pas forcément pour attendre des résultats concrets et palpables, c'est davantage une bouteille à la mer. Tout à fait. Et la bouteille est arrivée. Et nous attendons de la part des débiteurs du Fonds monétaire, des débiteurs d'aujourd'hui et de demain. Vous savez combien d'argent on a donné? Et vous savez à qui on a donné? Yes, cette personne, vous vous rendez compte ou pas? Vous avez exigé l'impunité? Vous avez exigé en interne un certain nombre de principes qui doivent être à la base de la gouvernance de votre pays? On attend votre réaction pour savoir quelle est la prochaine étape. Sinon, on va vous continuer à vous endetter. Parce qu'au niveau où on est, si vous ne réagissez pas, parce que c'est votre mandataire, hein. But you are raising a concern for Cameroonians. C'est à vous qu'il doit rendre compte. You are raising a concern that Cameroonians, that this is important for Cameroonians to know the details on how this money is taken and how it is spent, because they are the ones to pay these debts in the future. It's their responsibility to know, and at the same time to know and to take action. To take action. So yes. Now the minister of finance you talked about, when he was writing, for example, to the director of the IMF on the 28th of August, that was sometime in 2020, the minister, for example, commission said that first they were going to be giving a biannual report on how the initial money that was taken from the IMF was spent. Secondly, they are also going to give a details on who owns each company that gets a contract on COVID-19, and thirdly, that they were also going to order for an independent audit, things which were not finally done with the initial loan that was taken from the IMF. And at the same time, we are seeing IMF coming to give them the second loan that was demanded just that easily. These Cameroonians that we are saying that they should be aware of what is happening. Can you tell them now that it's very easy to give promises to the IMF and you don't get to respond or to respect the promises and easily get a second loan from them? Is it that easy? But everybody, we are three actors in this game. You and me, we are actors. What do? We must not just put our eye on IMF
IMF is doing his job, and he has some rules to do this job. He is doing that. The state of Cameroon has its own position and the role to play. And the state of Cameroon is accountable to who? To you and me. And to the What do IMF. we do? What do we do in this situation? We must play our role too. Otherwise, the Fund Monetaire is always there. They will always give. You have to have some very good file, well prepared, by a minister who is accustomed of all this. He knows how to talk to people. He knows how to prepare his file to defend it to the IMF. But he's supposed to have been sent by someone we elected, who must be accountable to us. What do we do? This is where things are changing in the bad direction, because not all actors did their job, play their role. Not all actors. No, Who are those who failed? you and me, How? we didn't do. What do? We are just accusing IMF. We don't have any link, direct link, as population, as the future debtor of IMF. We don't have a direct contact with them, but we have a direct with the person we elected. Yes. So it's our turn to play our role, to make them be accountable to us, to impose them, to tell us what happened, and to do what laws, national and international laws, demand Autrement this dit, kind of occasion. autrement dit, Do you après, understand? Yes. autrement dit, après cette lettre, après cette sortie, cette interpellation, Oui, il devrait y avoir d'autres actions, bien sûr. par exemple des leaders politiques, par exemple des organisations sociétés civiles, oui. pour faire chorus et Chorus exiger et des comptes. imposer à notre gouvernement d'arrêter de se moquer de nous. D'arrêter de nous prendre pour des gens qu'ils ne serviront jamais, alors qu'ils sont nos serviteurs. Si nous ne jouons pas ce rôle, la pièce ne sera pas produite et exposée. Il ne se passera rien. Et pourquoi Ça va être comme justement, ça. et pourquoi Pardon? justement ça n'a pas bougé? Mais parce que la troisième personne, le troisième acteur qui est l'acteur principal, c'est lui le débiteur, c'est vous, c'est moi. C'est toute cette population du Cameroun organisée en société civile, syndicats, tout ce monde-là. C'est nous tous qui allons payer. Le Fonds monétaire n'est pas là pour payer. Il est là pour donner les moyens pour que les États aident leur population, surtout face à la situation économico-sociale provoquée par le Covid. Et vous voyez tous les chefs d'État au front, en train de se battre pour leur population, en train de se battre à leur côté contre le Covid, pour qu'ils ne déciment pas leur population. Le vôtre est où? Il n'est pas là avec vous. Est-ce que, Il le se- fait que il le se pré- soigne. est-ce que le fait que le Lui, il se président de la soigne. République Non. donne des instructions au Premier ministre de coordonner la lutte contre la pandémie, pour vous, cette stratégie a-t-elle donné des résultats? Pour moi, ce n'est même pas une stratégie. Ce sont des actes d'irresponsabilité que je ne peux pas cautionner. Tout le monde a vu le Premier ministre souffrir ici des doublons qu'on a mis sur son chemin pour exercer son autorité. Vous le savez quand même. Vous n'allez pas me dire que je vous apprends quelque chose. Le Premier ministre, on lui fait faire ce qu'on veut quand on veut. Il a quel pouvoir pour faire quoi? Vous avez bien vu que même dans des problèmes sécuritaires, quand le Premier ministre va à Bamenda ou pour régler le problème de la crise, vous voyez par exemple le Minat qui vient, qui lui dit tais-toi. Moi, le président m'a dit que, et il fait le contraire. Est-ce que le président réagit? Il ne faut pas compliquer les choses. Est-ce que monsieur le Premier ministre peut agir autrement que sur hautes et très hautes instructions du président de la République? Est-ce que vous avez déjà entendu un ministre poser une action, un acte d'une telle importance sans dire que c'est sur très hautes instructions du chef de l'État? Attendez, il crie tous les jours. Ces ministres-là vous disent tous les jours que comme vous nous voyez là, on ne peut pas. Écoutez un peu le discours de monsieur le ministre Betty Assomo en ce moment. Quand il oublie, à la fin de la phrase, il commence toujours à dire c'est sur très haute instruction du Mais il est chef ministre de délégué l'État. à la présidence de la République, chargé Oui, de alors la donc, défense. alors Et le chef des donc, forces armées, c'est bien le chef eh ben, de le l'État. Premier ministre aussi. Et dans le cas du Premier ministre également, le Premier ministre, chef du gouvernement, est chargé
d'assurer de l'exécution de la politique définie par le chef de l'État. Il y a des ministres membres du gouvernement qui sont dans ce gouvernement justement et qui doivent exécuter la politique du chef de l'État. Peut-être la raison pour laquelle ils font chaque fois référence au chef de l'État, non? Oui, mais non, Premier ministre et chef de oui, mais gouvernement. comprenez donc par là que tout dépend du président de la République. Ne me mettez pas le Premier ministre ici. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Tout le monde sait que tous les vrais ministres ont plus d'autorité et de pouvoir que le Premier ministre. Sur la question de Vous ne me dites pas qu'on ne le sait pas. Sur la question de l'isolation de griffes de votre action auprès du FMI, certains pourraient vous rétorquer que si personne n'a suivi, c'est parce que personne n'y croit. Et qu'en réalité, les gens ont beaucoup plus confiance au gouvernement qui négocie ces choses-là et qui met en place des stratégies qui permettent effectivement qu'on puisse sortir de l'ornière. Ne vous trompez pas de ça. Pas du tout. Nous avons eu avec les agents du Fonds monétaire des entretiens très clairs, très, très francs. Ils connaissent très bien la situation du Cameroun. Mais comme ils ont dit oui, les populations ont été entendues. Je lui ai dit, mais pas écoutées. Alors vous savez, je ne peux pas tout vous raconter ici, mais ils savent très bien les magouilles du président. C'est des champions ici pour présenter de jolis dossiers. Écoutez, même déjà le président Bongo le disait à l'époque, les bons discours au Cameroun, la bonne façade c'est au Cameroun. Mais regardez ce qu'il y a derrière, il n'y a rien. Il y a juste le contraire de ce qu'on vous a présenté. C'est connu ça pour le Camerounais. C'est connu dans le régime. Il ne faut pas vous leurrer et ils continuent sur ça et ça leur porte bonheur. C'est très bien. Mais qui paye les pots cassés? C'est vous et moi. Ce sont les populations. Donc réagissons. Après tout, c'est nous qui leur avons mis là-bas. C'est nous qui leur demandons de rendre compte. À qui? À nous. Et si on ne rend pas compte, qu'est-ce qu'on fait? Réfléchissons et faisons ce que nous devons faire. That question you are asking, who pays it, should also be a concern of the International Monetary Fund giving that money. It should also be their concern. You rightly said that during your chat with them, they indicated that they were aware of how the money was being managed in Cameroon. Yeah. It is also very clear because they could not receive the orders, the procedures, and some regularities were violated. Some procedures and promises made by Minfi, for example, were violated in the course of how the initial funds were used. The IMF knows, and they should also be concerned that poor Cameroonians are the people to pay in future. They should also insist that procedures are well respected before dishing in another sum of money. Of course, they should, and they do. But they have their own ways to do that. They are talking to a country. Okay. They are talking to a state. Our state is a member of IMF. Do you know that? The state of Cameroon is a member of IMF. So you try to know what is the relationship between our state and IMF. Quelle est leur marge de manœuvre? Quel est le vocabulaire? Quels sont sur quoi ils peuvent appuyer et ils ne peuvent pas, ils ont des limites. Alors que les populations n'ont pas de limites. Ah oui. Et sur le rôle oui. que doivent jouer les différents acteurs, il y a la Chambre des comptes qui a fait sa part. Qui a fait sa part, comme vous le dites, et rendu public un rapport et la synthèse du rapport final. Et le rapport final devait être présenté à l'Assemblée nationale. Ensuite, il y a eu une déprogrammation sans explication. Comment avez-vous vécu cette scène à l'Assemblée nationale durant la dernière session parlementaire? Eh bien, je l'ai vécu comme, connaissant la situation, je ne suis pas étonné. Vous savez bien qu'il n'y a aucune séparation des pouvoirs entre l'exécutif, les politiciens, les législatifs et le judiciaire. Vous savez très bien. Regardez les photos qu'il y a dans photographier la salle de l'Assemblée nationale. Vous verrez bien que le monsieur Kavaï Yegue, le président de l'Assemblée, est assis et au-dessus de lui, il y a le président de la République qui est présent en permanence. Comme il est présent quand il fait la campagne électorale sur la photo qu'il a, sur les pagnes que tout le monde, même les paysans, portent. Vous connaissez? Depuis là, on n'a pas étudié un peu comment il fonctionne? Non. Si vous allez au Sénat, c'est la même chose. Vous allez à la Cour suprême, c'est la même chose. Alors, vous voyez bien que nous n'avons pas d'autre choix que de faire ce que le président de la République veut. Alors, si jamais
Des ministres à lui ont trempé là-dedans. Des ministres dont il a besoin. C'est lui qui les a nommés. Et qui les laisse faire, qui leur donne des pouvoirs pour ça. Il leur a donné des pouvoirs. Si c'est eux, et qu'ils disent je ne les poursuis pas, vous n'avez rien à faire, il ne les poursuivra pas. Il va prendre des petits boucs émissaires à droite, à gauche. Peut-être qu'on va leur promettre quelque chose, peut-être on va leur promettre qu'ils vont sortir au bout d'un mois et que tous les mois on lui enverra la nourriture du Hilton. Je ne sais pas, ils ont 10 000 moyens puisque c'est là-bas encore, l'administration pénitentiaire, c'est encore lui. Donc il peut t'assurer un sauf-conduit sur tout ton parcours si tu fais ce qu'il te demande, puisque c'est lui qui va assurer la sécurité des gens. Alors nous Donc avons... la séparation des pouvoirs est capitale. C'est ça qui va déterminer votre compréhension de tout ce qui se passe. Nous avons obtenu par nos investigations ce rapport final de la Chambre des comptes. Il en ressort une surfacturation de 15 milliards de francs CFA sur l'achat des tests de dépistage avec une entreprise qui est installée en Corée, qui a fait acheter des tests à 17 500 francs CFA à l'unité, alors que la commission du ministère du Commerce proposait plutôt l'achat de 25 tests à 17 500 francs CFA. Lorsque vous avez une information comme celle-là, où le rapport final de la Chambre des comptes fait état de 15 milliards de surfacturation dans l'achat des tests de Covid, tests de dépistage de Covid-19. Comment vous réagissez? C'est un détail dans le global. C'est comme ça qu'il fonctionne. Vous croyez que ce prestataire de service agit comme ça? Vous ne savez pas ici que dans les marchés publics, vous avez des gens derrière qui sont des ministres qui vous disent surfacturé, je prouve, qui sont dans le gouvernement. Donc vous ne savez pas comment ça se passe. Attendez, s'il a facturé comme ça, c'est qu'on lui a demandé de facturer. Et que ce qui va déborder n'est pas à lui. Attendons le procès. Mettons-le en prison, il va pouvoir, à un moment donné peut-être, qu'il va se défendre. Nous voyons bien ce qui se passe actuellement entre le ministre des Finances et le ministre de la Santé, où il y a justement un écart de, je crois, d'une dizaine de milliards. Oui, en fait, le ministre des Finances a rendu public un rapport dans lequel il dit qu'il y a une absence de régularisation d'un montant de 45 milliards de francs CFA de la part du ministre de la Santé publique. Et le ministre de la Santé publique, dans une correspondance adressée au ministre des Finances, a indiqué qu'en réalité, cette incompréhension ne porte pas sur 45 milliards, mais sur 34 milliards de francs CFA. Et que le ministre des Finances devait recorriger la Vous voyez bien que les gaps, il y en a partout. Vous voyez déjà le gap dans un rapport du ministère des Finances de 10 milliards. Des chiffres qu'on aurait imputés à monsieur le ministre de la Santé qui a dit non, c'est pas ça. J'ai pas eu ça. J'ai dit 35 et non pas 45. Mais qu'est-ce que ça traduit de votre point de vue? Mais ça traduit qu'il y a la corruption partout. Les gens sont en train de préparer l'après-Biya. Il leur faut ce qu'ils appellent en catimini le nerf de la guerre. Concrètement, celui qui a la possibilité de tomber sur un marché, sur un décaissement de l'argent pour l'État et qui peut se mettre sa part dans la poche pour préparer ce qui va arriver demain. Parce qu'ils vont se bagarrer entre eux. Ça a commencé là. Ça va commencer avec ça. Quel que soit ce qu'ils fassent, ça va commencer. Pourquoi le nerf de la guerre est si important dans l'après-Biya? Attendez, c'est celui qui aura le plus de moyens, qui aura le plus d'armes, qui va corrompre le plus de personnes pour venir avec, pour combattre l'autre. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué du tout. Donc c'est celui qui aura de l'argent, qui va tenir plus longtemps et qui se donne une chance de gagner sur l'autre. Pas les gens en dehors, hein. C'est dedans. Mais comment expliquer ces détournements de fonds alors qu'il y a des systèmes de contrôle qui ont été annoncés? Lorsque le gouvernement a reparti les fonds Covid, près de 180 milliards entre plusieurs ministères, dont principalement le ministère de la Santé publique, dans les différents décrets du Premier ministre et la circulaire du ministre des Finances, on a annoncé des organes de contrôle de façon mensuelle et hebdomadaire afin d'éviter ces vols et ces malversations financières. Mais lorsqu'on parcourt le rapport de la Chambre des comptes, le premier constat qui est fait selon la Chambre des comptes, c'est qu'il n'y a eu
aucun contrôle a priori et pendant les différents décaissements qui ont été effectués. Qu'est-ce qui explique une telle situation? Puisque dès le départ, l'objectif de cet argent, c'est d'être détourné. Dès le départ. À partir de ce moment-là, vous devez mettre en place un mécanisme qui vous permet de sortir de l'argent du circuit officiel pour ne pas aller vers les populations. Mais comment pouvez-vous le dire de façon si péremptoire? Mais parce que c'est évident. Analysez un peu la situation. Vous êtes dans une situation, vous êtes dans un pays où la corruption et les détournements de deniers publics sont la règle. Ce que je veux vous dire, c'est que vous voyez parfaitement que la corruption, les détournements de deniers publics, c'est un levier pour le gouvernement, pour le président Biya. Mais l'objectif indiqué au départ, c'était de lutter contre le coronavirus. Mais non, mais l'objectif, mais ils n'en ont rien à cirer de l'objectif. Un objectif qui va vers le bien-être des populations, ça ne marche pas avec eux. Ce n'est pas pris en compte. Il faut qu'on détourne cet objectif pour qu'il n'aille pas vers les populations, mais vers eux, vers leur poche. Tout est bâti comme ça. Vous savez très bien que les leviers ici qui font que le système tienne le coup, c'est la corruption, les détournements de deniers publics et la division. Est-ce que vous croyez que les chefs d'État la division qui passe par le tribalisme, tout ce qui est division, ils sont très forts. We'll surely come to that. We'll surely come to that. But now, when you are talking about the fact that there's no adequate separation of power between the judiciary, the executive, and the legislative, I came with this question. I wanted to know, because you will understand that this report from the audit bench of the Supreme Court is done by the judiciary, and one will wonder why you think that they are not independent, whereas they are able to do a report that implicates ministries and ministers. Yes. If they are not independent, they will not go against this. They are not independent. But I told you that if these judges did this good job independently, because they were supported by IMF, for example, they told them, go. Do it, we will protect. Okay. This is the way they act. But they could still have the same support from the IMF to prosecute. But even if I answer yes, they will not tell you that they will. Do you want them to tell you? They won't tell you. It's been for long. Something they can do publicly and say we will. There are some of them under the table. Cameroonians have been waiting for days, for long. They are like, why is there seemingly some sort of silence vis-a-vis the direct chase, a hunt for those who mismanage COVID-19 for us? Yes, the reports have come out, that of the audit bench of the Supreme Court. But they are going to work close with the government so that they can punish some. Because they don't fight like that. They fight against impunity. They have their own tools, how to make it. Where to push. I cannot tell you. And when you have means of diplomacy. You have means of force. You have means of everything. But they don't choose the same tools. Mais dans votre première lettre, Maître Aliscom, vous avez insisté sur le fait que un prochain décaissement ne devrait pas se retrouver entre les mains de ceux qui ont mal géré les fonds Covid-19, que des mesures devaient d'abord être prises à leur encontre avant les prochains décaissements. Donc voilà donc le FMI qui vient d'accorder près de 96 milliards pour la première tranche de ce nouveau programme triennal. Pensez-vous que le président de la République n'a pas pris les mesures conservatoires face à ceux qui sont soupçonnés d'être impliqués dans ce scandale de Covid-Gate? Vous voyez bien que le président de la République a du mal à réagir depuis que cette histoire a commencé. Je n'aimerais pas être à sa place d'ailleurs pour ça. Parce que c'est tous des gens qu'il a nommés à ces postes-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui peux être soupçonné, ni vous, ni nous, d'avoir détourné cet argent. En premier lieu, ce sont les membres proches, les membres du gouvernement, des gens qui lui sont proches à un titre ou à un autre. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il aurait une difficulté alors qu'il est président de la République? Oui, mais il est président de la République, mais il a ses piliers sur lesquels il a scié son régime. Il a des gens qu'il choisit pour faire des tâches qui puissent lui permettre de continuer à aller vers la présidence à vie, par exemple.
Et ces leviers, il faut qu'ils aient de l'argent pour corrompre, pour attirer les gens, pour leur dire, voilà, nous, on peut vous donner, le MRC ne peut pas vous donner, mais nous, on peut faire de vous un professeur d'université. Et il a toutes les manettes entre les mains. Mais là, vous êtes en train de faire un procès d'intention au président de la République. C'est pas un procès d'intention. Le ministre de la Communication, lui, il a réagi en estimant qu'il faut accorder la présomption d'innocence aux membres du gouvernement, personnalités publiques et autres chefs d'entreprise prestataires impliqués dans ce scandale, qu'il faut attendre que la justice puisse achever ses enquêtes et ouvrir les procès à l'encontre des auteurs et co-auteurs des malversations financières. Que pensez-vous de cette position du gouvernement? Vous savez, je travaille dans la justice tous les jours. Et ça va faire 52 ans que je travaille au tribunal. Tous les tribunaux du Cameroun. Je vais, je viens. Tous les jours, je suis au tribunal. Si je peux vous dire que le tribunal, c'est le bras armé du politique, de l'exécutif. On lui fait faire ce qu'on veut. Condamne qui on veut. Je vous ai parlé ici plusieurs fois de l'affaire de Marafa et Fotso. Personne ne... Je ne suis pas sûr que vous avez reçu des réactions disant que ce que je dis n'était pas vrai. Quand on arrive à prendre un opérateur économique de la trempe de M. Fotso, qui était un homme du sérail, son père était un grand serviteur de M. Biya, je ne dis même pas du régime, de M. Biya, et en faire ce qu'on a fait, ou Marafa, qui n'a pas touché un sou. Vous avez vu comment la justice a tranché. Pourquoi voulez-vous qu'elle tranche autrement aujourd'hui? Il va punir ceux qui lui demandent de punir pour des raisons politiques, pour des raisons de ceci, pour des raisons de cela. Et elle va libérer ceux qui ne doivent jamais être libérés. Vous voyez bien comment ça marche. Ce que je vous dis là, c'est des expériences que je vis tous les jours au palais de justice. Je vais vous ouvrir mes dossiers si vous voulez informer les gens. La justice n'existe pas. C'est la justice du président de la République. Qu'est-ce que vous entendez par la justice du président de la République? C'est-à-dire qu'elle est aux ordres. Et le président de la République a des relais. Le ministre de la Justice, par exemple, c'est un des relais du président de la République. Et lui-même a des relais dans les palais de justice. Mais sur le plan légal, le plan légal, il est ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et au nom de l'exécutif, il peut instruire les procureurs de mener des enquêtes et se rassurer de violer la loi. La justice est rendue au nom du peuple. Malheureusement, il les instruit, il viole la loi. Je vous parle d'un cas que j'ai actuellement. Le cas du journaliste Martin Mimbe-Teki, l'affaire Malika. Le procureur de la République, alors que la victime a déjà saisi le tribunal par voie de citation directe, l'affaire vient le 26 août, lance ses limiers de la police judiciaire dans la même affaire, les mêmes personnes, les mêmes faits. Et là, il utilise donc la force de l'État, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, on vous convoque, vous n'êtes pas, on vient vous chercher, et il les a mis sous mandat de dépôt. Mandat de détention, les a menés à Nouvelle. Deux jeunes opérateurs économiques de la ville, de la capitale économique du Cameroun, qu'on connaît. Or, la loi est simple, le code de procédure pénale est clair. Le procureur de la République n'a pas le droit de signer un mandat de détention provisoire, sauf si c'est en cas de flagrant délit. Or, le flagrant délit, le crime ou le délit flagrant, c'est défini par le législateur dans l'article 103 du Code de procédure. Ce n'est pas le procureur qui va dire, bon, mais moi je vais dire que c'est un flagrant délit, donc non. Mais si le législateur a fait le boulot, ça c'est très important. Oui. Parce que quand il s'agit de la justice, de l'administration, du service de la justice, vous êtes concernés. Camerounais, tremblez si vous continuez avec une justice comme celle-ci, c'est-à-dire celle qui piétine la loi et s'adresse et fait ce qu'il veut aux individus, aux personnes, aux justiciables, comme il veut. Vous êtes mal, vous tremblez. Parce que demain, c'est votre tour. Est-ce que le procureur peut s'appuyer sur les risques de fuite des prévenus pour justifier la mise en détention provisoire pour les besoins d'enquête? Non. La loi est là. Elle est la même pour tous. Le procureur, moi et les autres qui feront dans la justice, c'est ça qu'on a étudié à l'école. Parce qu'elle est la même pour tous. On ne donne pas du tout au procureur de la République le droit de dire, bon, mais moi je les amène parce qu'il y a... Non. Je dis qu'en ce qui concerne l'affaire des mimes,
il n'avait pas d'autre choix que de dire la citation va venir, direct, elle est là, je vais l'enrôler. Les gens vont aller s'expliquer. Et c'est ça. Où est la présomption d'innocence pour eux? Ils ne sont pas ministres. Le procureur a violé la loi claire pour aller les mettre en prison, signer qu'on les mette en prison. Et il y a 2 procédures actuellement. La sienne, du procureur, qui est nulle, illégale, arbitraire, injuste. Et il y a la procédure de citation directe, qui arrive aussi. Mais vous n'allez pas attribuer ça au ministre de la Justice, garde des Sceaux, vous n'allez pas attribuer ça au président de la République. Alors, écoutez-moi, quand la défense a soulevé cela à l'audience, le procureur de la République a dit que c'est un élément nouveau, il doit demander les ordres de son patron. Donc, la prochaine fois qu'il va venir... Il a dit à l'audience, en ces termes. Bien sûr. Je vais demander à ma hiérarchie, ce n'est pas la première fois. Ils m'ont fait la même chose dans l'affaire de Shakiro. On a renvoyé 4 fois pour attendre les instructions de la hiérarchie, c'est-à-dire Yaoundé. Maître Alice, comme alors, si vous acceptez, vous, les Camerounais, je suis en train de vous le dire, je ne serai pas là. C'est difficile que je ne puisse pas. Je vous mets en garde. Tremblez, Camerounais, Camerounaises, si vous avez une justice qui agit comme ça. J'aimerais davantage qu'on s'intéresse, Maître Alice, comme au cas Amadou Vamulke, ancien directeur général de la CRTV, un cas que vous suivez de très près. Tout à fait. Que se passe-t-il concrètement dans ce cas-là? Est-ce qu'il est illustratif de la situation judiciaire au Cameroun? Parfaitement. Alors voilà encore un cas. On arrête Amadou Vamulke parce qu'on veut prendre possession de l'organe officiel, la CRTV, à la veille des élections de 2011. Le président a balisé parce qu'il vient juste de lever le verrou de la limitation des mandats. Il n'a pas envie de perdre les élections, les prochaines là, qui arrivent. Il crée le TCS, le TCS qui est une juridiction antidémocratique et illégale, qui supprime le double degré de juridiction. C'est-à-dire, si le tribunal vous condamne, c'est tant pis pour vous. Vous ne ferez pas appel. Or, il y a beaucoup de gens qui ont été relaxés au niveau de l'appel après des condamnations du tribunal. Il supprime ça. Il veut maîtriser. Il crée une chambre à la Cour suprême où il met le neveu de M. Fumanaka comme président de la section TCS. Toutes les affaires du TCS, c'est là-bas. On condamne M. Komatang Namebara. C'est la dernière fois qu'on a dit que bon, on va garder la cour d'appel. Dès qu'on a terminé ça, parce qu'il fallait, il n'y avait pas d'appel, il n'y avait plus de cour d'appel, le TCS était déjà là. Mais on l'a fait siéger exprès pour infirmer la décision que Schlick voulait de rendre au tribunal de grande instance et qui disait que M. Atangamebara, il n'y a rien dans son dossier. Donc on a enlevé Schlick de là, on a fait siéger la cour d'appel pour que la cour d'appel infirme cette décision de relax et condamne nécessairement M. Atangamebara. Après, il n'y a plus eu de cour d'appel, conformément à leur loi. Vous comprenez les choses qu'on vit comme ça? On ne peut pas laisser ça. C'est pas possible, c'est pas un état de droit, ça. Ce n'est plus la loi qui s'applique. On regarde la personne et ce qu'on veut en faire. Et on met en face la personne qui va faire le job, le sale job. Vous laissez ça. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas dit. Monsieur les Camerounais. Et Vamulke, dont on parle des multiples renvois. Il fallait absolument... Vamulke s'est fait illustrer quand on l'a pris à la CRTV comme quelqu'un d'intègre qu'on ne peut pas acheter. Puisque son prédécesseur gagnait dans les 9 millions de salaire. Quand on lui a dit ça, il dit, hey, 3 me suffiront. On a dit, ah, donc ce monsieur-là, on ne pourra pas le mettre avec nous à part l'argent. Bon, on l'a eu à l'heure, il faut changer. On l'a changé avec qui? Avec le directeur général adjoint. Il connaît très bien le président, la musique où il est, il ne risque rien, là, il dort tranquille. Donc maintenant, il a fallu concocter un dossier spécial pour le mettre complètement là où on envoie les gens qui politiquement peuvent être dangereux. Supposément ou réellement. C'est comme ça qu'on prend le Vamulke, on le met en prison, on prend rapidement un expert là. Alors que les sociétés d'État sont auditées, soit par la Chambre des comptes, soit par
la direction de la police judiciaire, on prend un expert qui était à Paris et ici, du village organisateur, et on lui dit, pond-nous quelque chose là, il faut qu'on... Donc, il pond un rapport qui n'a ni tête ni queue. Il vise même des lois qui n'existent pas. Donc on envoie, allez, hop, place Vamulke sous mandat de dépôt. Mais l'expert en question a réagi, estimant qu'il a fait son travail de manière objective, oui, d'accord, et qu'il a toujours eu à collaborer avec l'office de télévision publique, et que son rapport a été fait dans les règles de l'art. Oui, d'accord, c'est lui qui le dit. Il n'empêche que même le conseil d'administration à l'époque avait dit qu'on ne veut pas de ce monsieur-là. En interne. Néanmoins, et qu'on l'a remplacé par M. Bekolo, qui est très proche du ministre des Finances, qui est aussi très proche. Et M. Bekolo a dit que ce travail n'était pas bien fait. C'est pas moi qui le dis. Qu'est-ce qui explique ces multiples renvois? Est-ce que ça respecte la procédure? Mais parce qu'entre-temps, vous avez des avocats qui sont rentrés dans l'affaire de Vamulke qu'on n'attendait pas et qui ont dit que nous allons revoir le dossier de fond en comble. Et nous allons amener les magistrats à respecter le droit. Parce que ce monsieur est en prison pour rien. Rien du tout. Il devait même comparaître comme accusé libre. Comme beaucoup de ses collaborateurs comparaissent libres, n'ont jamais été placés sous mandat de dépôt. Qu'on sanctionne quelqu'un parce qu'il est intègre et qu'il respecte la loi, ça c'est dangereux. Tout le monde devrait se sentir concerné et tout le monde devrait se lever pour dire non. Et c'est ce qui s'est passé. Le Conseil des Nations Unies qui statue sur les détentions provisoires a déclaré que la détention de M. Vamulke, comme d'ailleurs la détention de Marafa et autres, sont arbitraires. Or, la détention arbitraire est très encadrée, la détention provisoire est très encadrée dans le Code de procédure pénale. Ça relève de la responsabilité du président de la République qui doit assurer à chacun un procès équitable, assuré par des magistrats compétents qui ont agi dans le très strict respect des droits de la défense. C'est la responsabilité du président de la République. Parce que ça résulte de la loi internationale. Et que la loi internationale, c'est le président de la République qui en répond. Maintenant, Vamulke est là, en détention provisoire depuis 5 ans. Parce qu'ils n'arrivent pas à apporter la preuve qu'il a détourné un sou à l'audience, qui est publique. Ils n'arrivent pas. Et chaque fois que les avocats ou Vamulke amènent des témoins, qu'on veut lui poser des questions, le procureur bondit de son fauteuil pour dire « Tu ne réponds pas à cette question dès lors qu'elle est embarrassante. Venez aux audiences. Vous allez comprendre ce que je dis. Je n'invente rien. Kalara d'ailleurs en compte. Kalara vous dit. Il faut lire Kalara pour savoir la pourriture qu'il y a là-bas dans la justice. Le danger que représente la justice, qui normalement protège tout le monde, avec la loi qui est la même pour tous. Et ce qu'on en fait. Comment on tord le cou. Voilà. Dans les couloirs de la justice, Maître Aliscom, cela fait une dizaine de mois que des militants d'une formation politique, notamment ceux du mouvement pour la renaissance du Cameroun, sont placés en détention. Certains sont traduits devant le tribunal militaire. Parmi eux, certains ont été arrêtés, comme le cas d'Olivier Bibi-Moussak, arrêté à son domicile, et le trésorier de ce parti, le professeur Alain Foguet, arrêté devant la résidence du professeur Maurice Kamto, accusés tous de tentatives d'insurrection et de rébellion en groupe. Comment appréciez-vous l'attitude de la justice dans cet autre cas dont je viens de faire mention? C'est bien ce que j'essaie d'illustrer à travers des détentions provisoires comme celle des militants, enfin militants ou pas, du MRC pour la marche du 22 septembre. C'est un scandale. Il n'y a qu'au Cameroun que rien n'est scandaleux. Rien de ce qui se fait n'est scandaleux. Tout est normal. L'arrestation de ces jeunes gens ça me fend le cœur tous les jours. Je ne parle pas des militants ou pas militants. Ça, c'est quelque chose qui devrait révolter tout le monde. On n'a pas besoin d'être MRC pour ça. Il faut questionner à ce moment-là la justice de votre pays. Il faut questionner l'état de droit. Et quand vous les questionnez, vous verrez que le ministre doit répondre, vous verrez que le président de la République doit répondre. On ne peut pas continuer comme ça. Que quand vous n'êtes pas... On vous prend, on vous jette en prison. Votre liberté fondamentale, on s'en fout. On ne regarde pas ce que deviendront vos enfants.
que vous abandonnez parce qu'on vous a mis en prison. Les conséquences sont dramatiques. Et l'image que le Cameroun donne d'elle-même, c'est pire que ce qu'on croit que les marches de Genève donnent du Cameroun quand le président est là. Ça, c'est rien du tout. L'image de la justice du Cameroun, c'est une vraie calamité. C'est un vrai danger. Quand les gens ont l'impression qu'ils ne peuvent pas avoir justice chez eux. Vous savez, pour les détentions provisoires dont je vous parlais, le code de procédure pénale prévoit qu'en cas de détention abusive, comme c'est le cas là, pour tous ces gens-là, que ce soit le MRC, que ce soit Malika, dans l'affaire Malika, la loi exceptionnellement prévoit des sanctions contre l'État et demande à l'État de se retourner contre le procureur, le juge d'instruction ou le policier qui est coupable d'avoir ordonné une détention arbitraire. Il y a des chapitres spéciaux pour ça. Barrister, some people argue C'est très grave ce que je vous dis là. Je pourrais dire comme l'autre, j'ai les larmes aux yeux. Vous ne voyez pas le danger qui arrive. Moi, je vous le dis. C'est très grave. Quel est le danger qui guette les Camerounais sur le champ de l'expression démocratique, sur le champ des manifestations publiques et de ces Camerounais qui n'ont pas la même opinion que celle du pouvoir en place? Quel est le danger qui guette? Le danger qui guette les jeunes qu'on arrête le danger? Oui. C'est le danger qu'offre un système dictatorial. C'est-à-dire le droit de la force vous broie par tous les moyens. Some people argue that the laws on anti-terrorism... Parce qu'on remplace l'état de droit par le droit de la force. Et la force, c'est eux. Le président qui a la police, la gendarmerie, l'armée et tout ce qu'on peut imaginer. Il vous broie. Et vous ne pouvez rien faire. On the same line of argument, some politicians say that the laws on anti-terrorism are being styled by the regime to silence opposing voices. Dissent. True. How true is that? That is true. You have no one way you can explain, you can defend yourself. You have no way because they are deaf and dumb in front of you. The people who are supposed to release you are the same people who have arrested you. What can you do? But when they arrest people like supporters of the CRM party and other opposition political parties, those with decent voices, and some of them are being charged under the laws on terrorism, how are their rights violated? Are they not what the procedures on the text that clearly defines what should be the accused or the crimes levied against them that warrants their arrest? Still understand. You have no one way that you can defend. You have a lot of means law, because we have 3 levels of laws in Cameroon. Okay. We have the international law, which is very protective to human rights. Yes, we have this, and which is above the Constitution and above the Penal Code, which must be taken in account by judiciary, which they don't, they never do. Which one is violated? International laws? Yes, because international law has principles. You must respect people. You cannot arrest people as you want. You must not make it violently. You must not do this. Yes, but they never respect because they are the one who will judge you. They cannot judge themselves by saying no. They are the law. They put themselves at the place of the law, and sometimes above, which is not normal, which is take you back to this separation of powers. Because if you have to claim for something, for some violations, which are there, you go to them again to solve your problem. And when you are responding to questions on some of the big names, I want to say some of them who have served with the regime and are currently being detained, you are talking about the case of Amadou Bamuke, you are talking about the case of the former Minat boss, who is also in prison, Marafa Midweya, you cited Eve Michel, and so many other names. The Cameroonians common Cameroonians, I want to know the common man on the street who want to know this, that these are people who have served in the regime. And
they are publicly being accused of having embezzled public funds, and you say no, the reasons are hidden. What are the reasons hidden? They are not of the opposition. They served in the government. What could be the reasons? The government, but don't remember that someone like Marafa advised the president by the time not to modify the constitution, which is in 2008. The normal crime he committed. Okay, you talk about the modification in 2008, the change of constitution to scrap off the limit. Yes. Okay. But he told his boss, because you're working with him, don't worry, don't modify the constitution. He said, huh? This guy wants me to go and want to take my place, and this is why he was taken away. When he was Minister of Territorial Administration? Yes. And the others too have been serving in the government. They want to know. You are talking to they serve in the government. When you serve a government like us, like you accept that they will use the same force they used to appoint you, to kick you out of the government. And you have no way to go, nowhere. This is separation of power. What can they do? They cannot. Because you see what happened to them in the courts. Ce maintien en détention des activistes politiques et des militants de l'opposition a amené des Camerounais de la diaspora à manifester devant l'hôtel intercontinental à Genève en Suisse. Ils ont demandé le départ du président de la République de ce pays, estimant qu'il devrait être au Cameroun pour résoudre les principaux problèmes des Camerounais. Ces activistes ont posé des revendications et en réaction à cette manifestation qui a été autorisée au départ, interdite par la suite, en réaction, certains intellectuels camerounais estiment que c'était un leadership communautaire qui vise à déstabiliser le président de la République du Cameroun. Quel regard portez-vous sur cette manifestation des activistes de la diaspora et l'attitude de ces intellectuels camerounais qui regardent cette manifestation sous le prisme communautaire? Vous savez, les Camerounais, c'est des bigleux, hein, c'est-à-dire des gens qui louchent. Ils ne savent pas trop regarder, c'est des bigleux, ils louchent, voilà. Je comprends parfaitement l'exaspération des gens qui marchent et qui disent non. Le président Biya, nous sommes dans la diaspora où il nous a acculés. On n'a pas cherché à être dans la diaspora. Non seulement il est l'auteur de notre exil involontaire, mais il prend tout ce qu'il peut pour que même les pays d'accueil ne nous reçoivent pas avec humanité. Souvenez-vous de ces jeunes gens qu'on a virés de l'université, à vie. C'est ceux qui sont dans la diaspora. Vous virez les jeunes étudiants, vous parlez de votre jeunesse fer de lance, vous les enlevez de l'université à vie et de toutes les universités du Cameroun. Maintenant, quand ils réussissent à partir, parce que vous n'en voulez pas, à étudier ailleurs, à devenir des vrais PhD, pas les PhD d'ici, des gens qui ont fait des études où ils ont été diplômés dans des règles de transparence, et personne ne peut en douter, comme ici on peut douter. Je ne dis pas que c'est vrai pour tout le monde, mais on peut douter. Et ils voient comment ils ne peuvent pas venir ici. Je vois un de mes fistons qui s'appelle Jean Bosco Tagne, qui est PhD, qui est aux États-Unis, qui fait partie des étudiants qu'on a virés à vie, qui a fait de brillantes études, qui est professeur à Boston, qui fait des recherches, qui a trouvé même des choses extraordinaires de savants là-bas. Sa mère est morte là-bas. Il est allé lui rendre visite. Il l'a soignée. Malheureusement, elle a été rappelée à Dieu. L'ambassade du Cameroun a refusé de lui donner les documents nécessaires pour rentrer, se faire enterrer auprès de son mari, à cause de ce qu'on peut reprocher à son fils, qu'on a chassé, qu'on a éloigné d'elle, pour des raisons qui sont contestables. Vous pensez que ces enfants,
à qui vous refusez la terre de leurs ancêtres. Et vous refusez même qu'ils fassent leur devoir en faisant soigner leur maman là où ils sont. Puisque le moment venu, vous refusez. Vous croyez vraiment, mais comment? Les Camerounais qui agissent parce qu'ils ont la force, est-ce qu'ils réfléchissent un peu? Vous croyez que moi, aujourd'hui, parce que j'ai une autre nationalité, que vos enfants ont, que vos épouses ont, la première dame, vous voyez bien qu'elle a 2 nationalités, tout de même. Et si elle a fait des enfants, sa nationalité, elle va donner, parce qu'on n'interdit pas là-bas la double nationalité. Elle est française. Si elle fait des billets des garçons, ces garçons ont automatiquement la double nationalité. Ça les empêche. Tous les Camerounais savent que la première dame est de nationalité camerounaise et qu'elle restait camerounaise, citoyenne. Vous n'avez pas vu son père dans les manifestations du 20 mai. Est-ce qu'elle le nie? Elle ne le nie pas. Sa mère était camerounaise. Pour qu'on n'aille pas dans tous les sens. Sur la question que Cédric a posée. On ne va pas dans tous les sens. Enfin, je veux dire que... Je m'excuse. On peut peut-être revenir un peu, revenir un peu là-dessus. Mais la question de Cédric, de mon point de vue, et qui me paraît fondamentale, c'est comprendre les frustrations de ces Camerounais de la diaspora qui organisent des manifestations. Je les comprends. Je suis en train de vous expliquer. Et qui sont malheureusement perçus par certains individus de Cameroun. Mais bien sûr que ça doit être perçu. Vous avez des gens qui ont été formatés pour ne voir que la santé du président de la République. C'est lui seul qui a le droit d'être soigné. C'est lui seul qui prend nos moyens pour se soigner. Quand même on nous envoie de l'argent pour nous soigner, nous qui ne sommes pas lui, ni de son camp, vous voyez bien qu'il détourne ça, il récupère. Ce sont des faits. C'est l'actualité. Vous voulez que ces gens-là soient contents. Vous tapez un enfant, vous lui dites, je ne veux pas que tu cries. Ne le tapez pas. Il ne va pas crier. Mais si vous le tapez, souffrez qu'il crie. C'est exactement ce que font les Camerounais. Il ne faut pas oublier ça. Ces enfants ne peuvent pas revenir ici. Parce que quelqu'un les a accueillis là-bas et leur a donné leur dignité de citoyen même de leur pays. Ça devient un crime ici. Vous voyez bien qu'ils font ça même à leurs membres qui sont encore au comité central du RDPC comme M. Hervé Emmanuel Comme. Et ce n'est pas n'importe qui a dit qu'il n'est pas camerounais. C'est le Conseil constitutionnel. Et on a dit qu'il n'est pas camerounais. Mais il est toujours membre du comité central du parti au pouvoir. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Moi, je vois. Je vois des gens qui sont des monstres d'égoïsme et des monstres de dictateurs. Eux et les autres. Au diable. Ça ne peut pas marcher. Vous avez vu aussi que la Suisse, qui est l'ami, le protecteur du président de la République depuis, avec qui, si on compte l'argent qu'il leur a déjà donné, la Suisse aime ça, hein? Est-ce que la Suisse empêche les Camerounais de la diaspora de marcher? C'est un droit fondamental. Ils respectent ça. Ils respectent. Est-ce que ces Camerounais ou ceux qui sont ici peuvent marcher chez eux? Non. À partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas s'exprimer. On ne peut pas écrire ici et marcher en disant « Voilà ce qui ne va pas ». Personne ne te voit. Personne ne te laisse même le faire. Et on vous étouffe. Alors quand ils peuvent exploser, ne soyez pas surpris. Et dans l'analyse de ces... C'est évident. Et dans l'analyse de ces manifestations-là, on a vu, comme indiqué Cédric tout à l'heure, des intellectuels, des enseignants d'université prendre position, et certains regardant cela sous le prisme communautariste tribal, pour le dire de façon triviale. Est-ce que ce n'est pas cela qui exacerbe les discours haineux et risque plus tard d'avoir des conséquences sociales ou sociopolitiques graves dans notre pays? Est-ce que vous percevez ce risque-là, cette menace? On n'a pas eu besoin d'aller à Genève pour savoir qu'ils pensent comme ça. Je vous ai dit que les 2 outils dont se sert le président de la République pour gérer ce pays, c'est la division qui peut s'incliner sous la forme de tribalisme, favoritisme, népotisme. Regardez tout ça. Tout ce qui divise les Camerounais, c'est ça qu'il utilise. Et il ne va pas chercher loin. Diviser pour mieux régner. C'est connu, hein? Il a choisi ça, ce mode de gouvernance. Ça se voit. Ça pue. C'est là.
Mais pourtant, le discours officiel, Oui, mais c'est le un discours officiel- d'unité mais nationale, oui, mais de construction de la nation. malheureusement, le président, d'union et les de événements souverainité. de Genève doivent lui montrer qu'il n'incarne plus l'unité. C'est pas possible. Il devrait, mais c'est faux. Il n'incarne plus du tout l'unité. Nous parlerons de cette Voilà. unité et de vivre Il ensemble n'incarne plus. dans la Le Cameroun deuxième... est subdivisé en petits morceaux. Maître Alice Com, Ceux qui sont de son camp et les autres. je vous invite à observer une courte pause dans l'émission La vérité en face. Nous parlerons d'unité, de vivre ensemble, des crises dans le nord-ouest et le sud-ouest et les défis sécuritaires et socio-économiques dans la deuxième partie de cette émission avec pour invité Maître Alice Com. D'abord, une courte pause dans l'émission La vérité en face. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous suivez l'émission La vérité en face. Invité ce soir, Maître Alice Com, l'une des premières femmes avocates au barreau du Cameroun, présidente du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Maître Alice Com, nous étions en train d'analyser les causes des fissures observées sur la cohésion nationale et le vivre ensemble au Cameroun. Pour vous, cette manifestation des Camerounais de la diaspora en Europe, là où se trouve le chef de l'État, c'est un signe qu'il y a une situation, un malaise profond entre ces Camerounais de la diaspora et le président de la République. C'est ça. C'est clair et net. Je ne sais pas si le président de la République prend parfois une pause pour se poser les bonnes questions. Je crois qu'il est habitué à ce que les autres fassent ce qu'il veut sans même qu'il ait à lever le petit doigt. Quelles seraient les bonnes questions qu'il devrait se poser questions, à ce moment précis? Comment cela se fait-il que les Camerounais, que j'avais en main, qui étaient derrière, devant, m'ont adulé en 1982, où est-ce que j'en suis avec eux? Comment ça se fait qu'aujourd'hui... D'abord, il doit écouter les Camerounais. Se donner la peine de se dire, mais est-ce que je suis même vraiment l'évolution de mes compatriotes par rapport à la Côte d'Amour que j'ai eue dès le départ? Pour savoir où est-ce qu'elle en est, la Côte d'Amour. Si elle s'effrite, pourquoi? Et s'il tient à ce que ça continue, qu'est-ce que lui dois faire? Il ne se questionne jamais. Il ne pose pas de questions pour dire, mais au fait, pourquoi? La corruption, c'est pareil. La paix au Nozo, c'est la même chose. C'est pas son problème. Le grand dialogue, tout le monde voyait que ça ne peut pas marcher. Lui-même n'a jamais mis les pieds le jour-là, ne serait-ce que pour la séance d'ouverture. Une affaire d'aussi grande importance, où tu dis que tu veux la paix, tu fais un dialogue et toi-même tu n'es pas là. Attends, mais ça relève de quoi là? Je ne sais pas si c'est le mépris, mais ça va au-delà. C'est de la folie. Mais il est président de la République. Et donc, il a de nombreuses charges. Il peut déléguer des missions et à ses proches collaborateurs. À quel moment il ne délègue pas? Pourquoi il ne les délègue pas pour aller, quand Macron lui dit tu ne viendras plus chez moi, il ne les délègue pas? Pourquoi il ne délègue pas? Pourquoi il se dit ok, je vais faire ce que tu dis parce que je veux venir chez toi? Il a délégué ce jour-là. Et d'ailleurs, il délègue souvent. Ce qui fait que dans les grosses rencontres, notamment interafricaines, parce que là, il ne se fatigue pas beaucoup, il envoie le Premier ministre. Et le Premier ministre devient le énième roue du carrosse là-bas. Parce que les chefs d'État, parfois, lui disent, ici, c'est les chefs d'État, c'est pas toi, va là-bas. Voilà. Est-ce que le président se dit un jour que quand même, j'ai enlevé la fierté que le Cameroun, que Amadou Ahidjo a donné du Cameroun? Parce que pour la fierté, excuse-moi, hein, le président Ahidjo savait nous en donner à chaque occasion. Il y a des élections à l'Union, à l'OUA, il va. Il s'implique. Et tout le monde voit. C'est pas qu'il va dire que le chef de l'État a personnel, non. Il ne va pas, il va. Vous avez vu que quand il a fallu que Mandela prenne le pouvoir, presque tous les chefs d'État. Le Cameroun est l'un des pays qui a interdit à ses compatriotes d'aller en Afrique du Sud de l'apartheid. C'était marqué dans nos passeports.
tout ce visa-là partout, sauf en Afrique du Sud, à cause de l'apartheid. Quand l'apartheid a été abattu, que Mandela a été... Le président Biya n'a pas fait le déplacement. Ça veut dire que lui-même a nié tout le travail, tous les efforts que le Cameroun avait fait pour soutenir la fin de l'apartheid. Vous avez indiqué qu'il ne se pose pas de bonnes questions. Oui. On peut peut-être inverser la question et nous demander nous-mêmes qu'est-ce qui s'est passé pour que cette désaffection s'installe et qu'il n'y ait plus cette communion qu'il y avait entre le peuple camerounais et son chef de l'État lorsqu'il prenait le pouvoir en 1982. Ça, c'est qu'une question que vous devez vous poser quand il faut les lire. Et en tenir compte aux prochaines élections. On ne peut pas continuer. Il fait 40 ans qu'on vit avec lui. On ne l'étudie pas, on ne sait pas comment il fonctionne. On dit seulement il travaille, c'est comme Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais il fait des choses. Et vous acceptez ça. Vous avez accepté que la personne que vous-même vous avez élue, vous voyez bien, supposément ou pas, vous ne le voyez pas. Il n'est pas à vos côtés quand il y a une catastrophe. Venir même en visite comme ça pour savoir, je ne sais pas, comment ça se présente, rien. Certains pourraient vous Alors retorquer. ça peut expliquer le désamour. Certains pourraient vous retorquer justement que ces désamours dont vous parlez ne peut être qu'une simple vue de l'esprit au regard, par exemple, des scores qu'il fait au cours des élections présidentielles dont vous parlez justement. Vous savez très bien que non, je ne veux pas de gueule de bois là-dedans. Les élections ne sont jamais libres et transparentes. Il a verrouillé le système électoral et si vous ne le voyez pas, et si vous ne le détricotez pas, il y aura pas... en 40 ans, vous n'avez pas vu qu'il a verrouillé ça par la nomination des personnes qu'il faut, là où il faut, pour barrer la route aux gens. Ils sont physiquement là. Quand il met les cams qui contrôlent tout, dont la voix est prépondérante, vous ne voyez pas qu'il n'y a rien à faire? En fait, j'ai fait l'observation. Non, mais moi, j'ai fait l'observation parce que vous avez évoqué la question des élections bien sûr que je en indiquant que les qu'il Camerounais, justement, doivent y penser pendant l'élection. Et donc, ces élections sont organisées dans des conditions que c'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui reprochent à M. Kamto et à son parti de ne pas être allés aux élections. Il n'y a rien à faire si vous n'avez pas détricoté son système avant. C'est quand même pas compliqué, vous voyez ça. C'est mis partout. Quand il sort un texte de loi, puisque c'est lui qui commande l'Assemblée, il sort les textes qu'il lui faut pour se protéger et pour baliser le chemin de l'élection du carton que tu mets dans le... Tu ne peux pas. Les sous-préfets sont là. Vous voyez bien qu'il leur achète des voitures avant les élections. Des 4x4. Des voitures extraordinaires. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils sont en mission. Mission électorale. Vous voyez bien que son parti, il vit de quoi? Il vit de votre argent, de vos impôts. Pourquoi? Parce qu'après, il peut les nommer. Barrister, you said Cameroon is divided. Mais vous voyez pas comment ils font détricoter ça? Yes, you said Cameroon is subdivided. Cameroon is subdivided, and you are accusing the regime of using a strategy to divide Cameroonians in order to better rule. Oui. How is the country divided into how many fractions? What are you actually referring to in terms of a divided, very divided Cameroon? And how does a divided people makes it possible and easier for the regime to control? Let me answer in French, because Yes. your question is very important. Le Cameroun est divisé, n'est-ce pas? C'est une question de politique à mettre en place. Vous pouvez facilement diviser les gens en donnant à un idiot qui n'est pas premier de la classe les attributs du premier de la classe. À ce moment-là, vous les avez même mis comme adversaires. Ne vous inquiétez pas, ils vont s'entretuer. Et vous allez donner juste les structures de l'État à celui qui est nul. Vous allez lui donner le pouvoir, les habits de l'État, et il va terrasser la personne intelligente. Alors, du coup, la famille de l'autre va... Alors que c'est lui qui a fait ça. Il sait comment vous mettre en... C'est ce qu'il a fait avec le PCRN, hein? Je le redis ici. C'est pour ça que je n'ai pas compris. Le PCRN, on l'a mis là où il y avait l'UPC, dans leur maison. Aujourd'hui, le PCRN va se regarder en faïence l'UPC au village. Et le village est déjà divisé, ça y est. Il y a les UPCistes,
Et il y a le PCRN. Ce sont tous des frères. Caïn et Abel. Vous ne voyez plus le RDPC. Mais il a mis tout ce qu'il faut. C'est ça qu'il faut détricoter. Et Vous on ne le fait détricotez comment? pas. Et on le Mais fait comment? est-ce que la réflexion se fait ici? Mais il doit y avoir des moyens quand même. Quand vous faites un tricot, vous tricotez quelque chose, vous ne pouvez pas détricoter ce que vous avez tricoté dans l'intérêt supérieur de la nation. Vous ne voyez pas que ça nous amène en enfer? Parce que le système, le Vous voyez pas verrouillage ça? dont vous parlez, Donc vous devez... le verrouillage dont vous parlez a été mis en place par le système gouvernant qui tient les manettes Bien du sûr, pouvoir. bien sûr. Maintenant, il faut détricoter, il faut déverrouiller. Et bien, il revient à ceux qui veulent peut-être accéder au pouvoir ou à Non. ceux qui ne sont pas d'accord du système. Non, ça c'est dans judiciaire. l'intérêt du pays. Vous voyez bien qu'il y a une gouvernance qui porte atteinte à votre... Vous n'avez pas votre capacité de vous déployer, hein, parce que l'environnement ne vous y prête pas. Vous avez plein d'enfants ici qui sont des savants. Tenez, vous avez donné cette place à un certain docteur Zé, qu'on a eu beaucoup de plaisir à écouter. Zé Dr Albert Zé, attention. spécialiste en économie de la Et santé. oui, grâce à vous, on a découvert qu'il y a une possibilité de détricoter et de retricoter avec une bonne laine. Tous ceux qui ont écouté ce jeune homme, ici, en train de nous parler de la médecine... L'économie de la Le santé. système de santé, l'organisation des systèmes de santé au Cameroun et Oui. en Afrique, avec les conséquences de la mauvaise gestion de la Magnifique. crise sanitaire. On avait envie de le réécouter, Mais qui va l'écouter là-bas? Personne. Maintenant, est-ce que ce qu'il a dit ici, c'est vrai, c'est bon, on lui dit au revoir monsieur, merci? Non. Voilà comment commence un détricotage. C'est-à-dire que vous opposez ce monsieur en lui donnant la force nécessaire, en le protégeant contre les prédateurs, pour qu'il puisse faire face et démolir ceux qui là-bas sont seulement payés pour dire des bêtises. Oui. Maître Aliscom, Oui. cette année, Germaine Aïdjo est décédée. Elle a été inhumée aux côtés de son défunt mari à Dakar, au Sénégal. Quelques semaines après ce décès, c'est le président Macky Sall qui s'est déplacé en personne pour rencontrer la famille Aïdjo. Et durant les échanges, les collaborateurs du président sénégalais ont indiqué à la famille qu'il y avait des liens très étroits entre le président Macky Sall et Germaine Aïdjo, qu'il est allé plus loin que ses prédécesseurs dans la prise en charge de la famille Aïdjo. Lorsque vous avez vu ces images du président sénégalais qui allait apporter du réconfort à la famille Aïdjo et dont la première dame qui était aux côtés du président Aïdjo, que les deux personnalités du Cameroun, comme celle-là, soient inhumées à Dakar au Sénégal, comment vous réagissez? Voilà. Vous faites bien de rappeler ça. Vous voyez, bon, le président Biya, je ne sais pas comment le définir. Il ne s'arrête pas pour se poser les bonnes questions. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous pensez que, rien qu'avec ce modèle-là, cet exemple, les Camerounais ne peuvent pas s'éloigner de lui comme quelqu'un qui n'a pas de cœur, aucune générosité, aucune reconnaissance, parce que tout de même, c'est le mari de Germaine Aïdjo qui lui a donné le témoin, ce que lui ne peut pas donner aujourd'hui à quelqu'un. Est-ce qu'il peut? Il ne peut pas, quelles que soient les raisons. Il est prêt à nous tuer tous pour garder le témoin et l'amener dans sa tombe. Voilà un exemple que vous venez de citer. Tout le monde a vu. Macky Sall n'a rien reçu du président Aïdjo, ni de Madame Aïdjo, mais il porte un certain nombre de valeurs qui lui permettent de se manifester et de les manifester telles que la visite qu'il a rendue à une sœur, à un couple, frère, à qui ils ont donné une hospitalité qu'on leur refuse chez eux. Avoir combien de mètres il faut pour un cercueil? Un bout de terre. Quelqu'un qui vous a donné le pouvoir. Vous ne voyez pas que ces personnes-là, il faut la craindre. Alors, Il faut se poser des questions.
sans accuser le président de la République d'être criminel, de vouloir tuer les Camerounais, est-ce que sa lettre de condoléances adressée à Badjika Ahidjo, dans laquelle il reconnaît que la première dame Germaine Ahidjo a contribué au rayonnement du Cameroun et que lui, en tant que président de la République et son épouse se tiennent aux côtés de la famille Ahidjo pour les soutenir durant ces moments difficiles, est-ce que cette lettre de condoléances du président de la République ne montre pas une volonté de reconnaître à la fois le rôle que ses prédécesseurs et Madame Germaine Ahidjo ont joué pour le rayonnement du pays, mais également sa volonté à vouloir résoudre ce problème qui se pose entre lui et le défunt Amadou Ahidjo? Chaque mot de cette lettre de condoléances sonne faux. Aucune sincérité. Il a écrit pour la forme. Sur quoi vous vous basez pour Mais parce que votre argumentaire? Parce que quand tu as une première dame de ton pays, c'est son mari qui a signé l'acte d'indépendance. C'est son mari qui vous a passé sa place. Quel que soit ce qui est arrivé après. Quand vous ne pouvez écrire que ça, sans rien faire, poser aucun acte de compassion, mais vous êtes même quel genre de personne? Moi, je ne peux pas qualifier ça. Aucun acte. J'ai passé tout ce temps avec Madame Ahidjo à vouloir récupérer seulement ce que l'État du Cameroun lui doit, des cotisations qu'il a faites pour que demain, s'il n'est pas là, que sa veuve et ses enfants puissent bénéficier d'une pension que la loi a créée et qui leur était due. Je n'ai pas vu une seule réponse. Je n'ai rien vu. Aucun acte. Aucun. Alors, dites-moi, quelqu'un qui peut écrire, si vous considérez cette lettre comme quelque chose de différent d'un chiffon, eh ben, dites-moi comment on peut tirer les conséquences de la lettre, les conséquences favorables de la lettre, ou positives, ou appelez ça comme vous voulez, c'est qu'il n'a pas tiré une seule conséquence. Une seule. Sinon, dites-moi. L'ambassadeur n'était pas allé au deuil, rien du tout. On l'aurait dit. Les drapeaux n'ont pas été mis en berne, rien du tout. Mais vous avez un autre chef d'État, africain, disons ça, qui a accueilli ce monde-là. Si vous allez au musée de Dakar, la photo du président de la République du Cameroun, Ahidjo, trône aux côtés des photos des grands Africains comme Mandela, ou des grands Africains, des grands Noirs, comme Obama. Vous avez la photo d'Ahidjo ici quelque part? Moi, je vois celle de Biya partout, pas la sienne. Le Cameroun a commencé avec la photo qu'on a aujourd'hui. Aucun acte, aucun. Les maisons de Madame Ahidjo, les maisons du président Ahidjo ont été massacrées, détruites. Pas un geste pour les refaire, ne serait-ce que pour l'histoire. Hein. L'histoire. Je dis voilà, en faire un petit musée, comme en Côte d'Ivoire, comme on voit à Yamoussoukro. Quand vous arrivez, on vous dit voilà là où était assis Houphouët-Boigny, quand il a voilà, son bureau, il est resté intact. Ça fait du bien. Si le président de la République du Cameroun, celui qu'on connaît, celui qui a pris le pouvoir de la manière qu'on connaît, n'est pas capable de tourner le dos à ce qui a pu se passer de mal pour privilégier ce qui est l'histoire, pour nous faire partager ça. Tout ce qu'il ne peut pas faire partager, il ne fait pas. De ce point de vue, oui. Vous allez... Alors, vous qualifiez ça comment? Une personne comme celle-là, elle peut s'occuper de nous, du citoyen lambda? Nous supposons que, analysant cette question de cette façon, vous devez certainement applaudir les deux mains en observant ce qui s'est passé cette semaine en Côte d'Ivoire, où deux anciens chefs d'État, le président Gbagbo, le président Alassane Dramane Ouattara, se sont rencontrés par les présidentielles. Pour vous, c'est un acte fort, comme l'a dit C'est un acte très fort. J'étais inondée d'émotions positives, pour les deux d'ailleurs. J'ai vu deux hommes d'État. Gbagbo est prêt à oublier et à sacrifier.
président Ouattara est prêt à oublier, à sacrifier. Et eux tous ont dit dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le président est capable de faire dans l'intérêt du pays pour la paix? Qu'on me dise que ces gens qui l'ont comme président d'un parti, il ne faut pas qu'ils oublient que nous, c'est le président de notre... C'est nous qui l'avons élu, ce n'est pas le RDPC. Hein. Donc quand les gars du RDPC viennent nous parler, il faut leur dire, écoutez, c'est un chef de votre parti. Nous, on parle du chef de l'État, qui a juré à nous, pas à vous, à RDPC. Il a juré à nous, sur serment, une cérémonie qui nous a coûté de l'argent, pour s'engager pour notre bien-être, pour la paix, pour l'unité. C'est pas ce qu'il est en train de faire. Gardez-nous votre histoire de parti là-bas. C'est pas parce que vous en avez profité. Vous en avez profité pour faire un coup d'État à l'État. Le prendre pour qu'il vous donne ce que nous, on lui donne. Que vous devez venir parler ici quand on s'adresse à celui à qui on a donné un mandat et qui doit nous rendre compte. Mais à ce on ne veut pas entendre parler de RDPC. Mais à ce propos, justement, les militants du RDPC, commentant cette actualité en Côte d'Ivoire, font savoir justement, à travers ces messages qui inondent les réseaux sociaux, que le président Biya est justement un précurseur de ce type de réconciliation, faisant allusion à la rencontre qu'il a eue avec Ni John Frundi il y a quelques années au palais de l'Unité à Yaoundé. Il ne voit pas que c'est une copie très, 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 très pâle de ce qui s'est passé là. Il ne voit pas. Mais les Camerounais ne sont même plus exigeants. Parce qu'il a salué Ni John Frundi, dont il est devenu, d'après ce que j'entends ces jours-ci, le grand bienfaiteur, puisqu'il semble que le président Chairman a dit qu'il doit beaucoup au RDPC ou au président, qu'il l'a aidé peut-être financièrement. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est un fake, mais si c'est le cas, alors s'il vous plaît, ne me citez pas ce genre d'exemple. Alors, le chairman du SDF... C'est la honte. Le chairman du SDF a toujours déclaré que ses propos étaient infondés et que le SDF reste un adversaire politique du RDPC dans la stratégie et dans les batailles visant à l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Alors, sous le prisme de la rencontre Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara pour réconcilier un pays déchiré par des années de violence post-électorale. Le Cameroun en a connu son lot de violence post-électorale en 2018-2019. Des militants d'une formation politique, celle de professeur Maurice Kamto, classé officiellement deuxième à l'élection présidentielle. Ces militants ont été arrêtés en 2019. Ils ont passé près de 9 mois en prison avant d'être relaxés. Ensuite, il y a eu des revendications pour l'amélioration du système électoral, des boycotts actifs des élections, mais jusqu'ici, aucune réaction du gouvernement sur les principales revendications du MRC, du SDF, du CPP et d'autres acteurs politiques sur la réforme du système électoral pour éviter des violentes contestations post-électorales. Comment appréciez-vous l'attitude des pouvoirs publics face à ces revendications qui reviennent depuis de nombreuses années et qui sont persistantes, surtout au lendemain de la présidentielle d'octobre 2018? Il faut qu'on revienne à la case départ. Le président de la République a comme projet unique de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains pour se garantir une présidence à vie. Si on est d'accord là-dessus, alors on comprend tout le reste. On comprend très bien. Il n'est pas prêt à lâcher, quel que soit le prix qu'il va nous faire payer. Parce que c'est nous qui payons tout, en plus. Le sang, oui, il est prêt à mettre le feu, payer. La misère, la pauvreté extrême, oui, il est prêt. Pourvu que lui soit là. Il faut quand même étudier le fonctionnement de quelqu'un. Sa présidence à vie, il ne négocie ça avec personne. Mais il y a eu au moins 3 réformes d'ELECAM. Avant, il y a eu ONEL 1, ONEL 2. Est-ce que ces différentes réformes du système électoral intervenues ces 15 dernières années montrent qu'il y a quand même au sein du gouvernement une oreille qu'on prête pour écouter les revendications de l'opposition? Cette fois-ci, pensez-vous qu'on peut trouver un cadre? Non. Tout ça, c'est pour lui permettre de gagner du temps. ONEL, pendant ce temps, on s'excite là-dessus. Tiens, il y a une volonté, on va
et vous oubliez vos revendications. Ça lui permet d'être le seul maître du temps, du timing. Il ne fera rien qui puisse bouleverser le chemin qui lui reste à parcourir pour réussir son projet à vie. But the Et president c'est le also seul said, qui a la maîtrise du timing. the president also said Donc, that il peut there is, dire grand dialogue, il sait très bien que ça ne donnera rien, mais pendant ce temps, on en parle tout le temps. Et on cite même ça comme un acte de bonne volonté de sa part. Mais pendant ce temps, il est tranquille, il n'a pas changé d'un iota. you are Pendant talking ce of the temps- president that saying that the president, okay, he wants to be there, he wants to stay there and C'est stay clair, and je no comprends. other person. But the president, in one of his most recent statements, he talked of what is being said everywhere in Cameroon as a generational transition. That has to mean that he's calling on the youth to be prepared to take over. Is that not some sort of a will that he wants the young people to take over governance in Cameroon? If you can believe in someone who has huge lies between you and him every day for 40 years, and then, okay, you can think like that. But me, I have no more confidence in what President say or does. Because our road has so many lies from him that today I have no ears, nothing to believe in what I don't have time for that. Then I have understood that we cannot talk together, we cannot be cannot agree in nothing because he is never sincere. do you He mean- will go through straight to his point of him. Nothing and nobody will stop him. This is what I understood, and I know that it is. So Then- I don't have my time Then the to listen. recent calls of some sort of some national reconciliation, possibly dialogue that can bring Cameroonians together. You don't believe that there can be a favorable response from the part of the president? I don't believe. Yeah. It's important for Cameroonians to have some sort of a national reconciliation. Is it one of the way out of But the he is the main numerous actor. crises? He is the main actor of that. He must be the one who say we do. He never said that. He is still funding the war between Cameroonians. He's still funding. There is no way I can believe that this will happen because it will never happen without him. And he must be at the front to make it happen. He will never do that. Why do you, what give only one reason to him to do that? Because Cameroonians He are dying. control army, he control money. He will never be starving. He always eat your money and mine. He has no problem. He's Mais pourtant, we don't have a national company aircraft, nothing. But he has, when he needs to have an aircraft to travel everywhere in the world, he has the best one. But the one best reason- jet. one reason Why do for you him- want him to change that? Because the crises are many now. We have now moved from the health crisis Does to he the die? security Does crisis he die in the in far this north, war? the northwest, the southwest, the post-electoral tensions in Cameroon, and now we are talking of hate speech, tribalism in open space. Multiple crises. Are they not stronger enough to push the president to act? Ask him if he's ready to stop this. Just one word, I stop the war. mais Maître Escom, vous Can you have vous it from insistez, him? He's the one, if he say that, and then the war will stop. Not me, not you. Vous Okay. insistez sur le fait que le président veut conserver, garder le pouvoir à tout prix. On ne peut garder le pouvoir que si effectivement on a un pays à diriger ou des populations à diriger. Et que de ce point de vue-là, on ne peut pas diriger un pays avec une population qui fait face à des crises multiformes. On parle de la réconciliation nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, selon certains analystes, cette réconciliation nationale-là n'est pas une obligation, un devoir et même une nécessité absolue? Le pays fait face à de multiples crises. On vient de voir de nouvelles exactions sur le terrain de la crise anglophone, dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Aujourd'hui, on parle de 700 000 déplacés, 3 000 personnes déjà tuées dans cette crise. On vient de voir encore avec de nouvelles exactions dans le nord, dans l'extrême nord du Cameroun. Samedi 24, il y a 6 soldats camerounais qui ont été tués, certaines sources parlent de 8. Et dans la nuit de lundi à mardi, il y a quelques jours encore, il y a des explosifs qui ont été jetés sur un poste avancé dans la localité de Ouaza, où on a encore 5 soldats qui ont été tués. On parlait tout à l'heure de la crise sanitaire avec la pandémie coronavirus et ses dégâts collatéraux. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de cette situation, une nécessité ne s'impose pas pour le chef de l'État de lancer effectivement cette réconciliation nationale? Est-ce qu'il est possible de continuer à insister sur un pouvoir dans un pays qui fait face à de multiples crises? Ça, c'est une question que c'est lui seul qui peut répondre à cette question. Et il ne répondra pas. Parce que d'abord, il n'aurait jamais dû prendre la décision de régler le problème du Nozo par des voies militaires. Nous le lui avons dit dès le départ. Il préfère écouter ceux qui lui disent qu'il va négocier avec qui. Oui. Donc, il a choisi ça. Donc, c'est lui seul qui peut se dire non, je me suis trompé. Mes populations sont pauvres, il y a des déplacés, je ne peux pas faire face à 2 fronts de lutte. Il y a déjà Boko Haram où on était tous ensemble en train de vouloir chasser Boko Haram. Boko Haram, mettez-vous à la place des gens de Boko Haram. Quand ils voient que tu es occupé à tuer tes propres gens, donc tu n'as pas les moyens de les suivre tous les deux. Donc il y aura beaucoup. C'est lui qui doit prendre la décision. Le constat que vous faites là, il fait le même. Mais la décision n'appartient qu'à lui. Si le président lui seul dit aujourd'hui j'arrête, ça va s'arrêter. Mais si toi et moi et 28 millions de Camerounais le disent, ça ne va jamais s'arrêter. Jamais. Comment donc créer ce rapport de force qui amène le gouvernement sur la table des négociations? Pas le gouvernement, le président de la République. Puisque l'ONU a plusieurs fois, dans ses multiples rapports, demandé au gouvernement de la République, aux autorités camerounaises, de tendre la main à la diaspora, aux leaders des mouvements séparatistes, à l'opposition, afin qu'ils discutent des causes profondes, des crises multiformes au Cameroun. Est-ce que cette pression internationale peut amener les autorités camerounaises à discuter, à engager de véritables discussions sincères, un dialogue politique sincère et inclusif? Il faut se rapprocher des partenaires que le président écoute. Discuter avec eux pour savoir comment ils le perçoivent là-bas. Encore qu'il a toujours la possibilité de leur dire oui, je vais le faire. Et une fois qu'ils ont tourné le dos, il fait comme il veut. Vous allez lui faire quoi? Rien. Bon. Donc, tout le monde voit la situation s'empirer, mais elle n'est pas suffisamment empirée parce que Yaoundé respire. Donc le pays vit. Vous avez évoqué le fait qu'il y a une stratégie pour un pouvoir à vie conservé entre les mains du chef de l'État. D'un autre côté, il y a également des manœuvres pour l'après-Biya, comme vous l'avez signalé en début d'émission. Comment cela s'imbrique et comment les Camerounais peuvent-ils éviter que le pays se retrouve dans une situation de chaos lorsqu'il y a autant de crises, qu'il y a des enjeux sur l'après-chef de l'État, l'après-Biya. Pourtant, le président, selon ses partisans, est en pleine forme et qu'il va aller jusqu'au terme de son mandat. Oui, je ne sais pas, moi, il faut regarder ce problème, il faut le regarder du côté du président Biya, quelle est sa volonté. Moi, je suis sûre que la Suisse, par exemple, vous avez bien vu que la Suisse a pris des positions qui ne lui ont pas plu, mais qu'aujourd'hui, peut-être que c'est pour des raisons humanitaires qu'il est là-bas. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir des raisons humanitaires pour soutenir même un despote, même un dictateur. On le soigne d'abord et après on voit. Bon, maintenant, le président sera obligé de rentrer au pays. Comment comment son peuple va l'accueillir comment? À part ce qu'on paye pour aller l'accueillir triomphalement, comme s'il avait fait la guerre de 14 et qu'il avait gagné et qu'il nous ramenait un trophée. Vous voyez bien que il n'est pas du tout inscrit dans la logique de modifier quoi que ce soit. Ça va l'embêter.
il préfère les leviers qu'il a mis en place, qui fonctionnent très bien, qui lui permettent de garder le contrôle de tout et tout le temps, de l'argent et tout. Et à tout moment, vous voyez comment on va faire pour qu'il change ça? C'est-à-dire pour qu'il se tire une balle dans ses pieds. Moi, je ne vois pas. Hein. En tout cas, les Camerounais ne peuvent pas, parce qu'il y a longtemps qu'il nous a montré qu'on ne compte pas, que nous sommes ses serviteurs, qu'il a les pieds sur notre cou, et qu'à tout moment, il peut appuyer, et puis on ne vit plus. Hein. Bon, il en a le pouvoir. Bon, maintenant, il y a toujours une solution à chaque problème. Qu'est-ce que nous faisons pour rechercher des solutions qui peuvent l'amener à enlever son pied de là, de notre cou? Il y a une plateforme des acteurs de la société civile et des leaders politiques qui s'est réunie plusieurs fois afin d'élaborer un système électoral alternatif à proposer au gouvernement. Une telle initiative pour vous peut rentrer dans cette démarche? C'est pas du tout ça. Ils sont hors programme. Les élections, c'est quand? Travailler. C'est trop juste. Encadrer. C'est trop tôt. C'est plus lointain. Si le président, quand même, il a l'âge de. Comme moi, j'ai l'âge de mourir, lui aussi. S'il part demain, on fait quoi? Pour sauver le pays, pour qu'il ne rentre pas dans la dérive. Si le président n'est pas là aujourd'hui, par exemple, il est en Suisse, peut-être qu'il est malade, peut-être que vous ne saurez même pas qu'il est mort. Mais il y a un cadre institutionnel qui prévoit, en cas de vacance du pouvoir, le président du Sénat excusez-moi, le cadre institutionnel, oh là là, je sais ce qu'on fait des cadres institutionnels. C'est lui qui a fait le cadre. Et c'est comment il l'a fait pour se protéger là-dedans. Le cadre institutionnel, il n'existe déjà pas, même avant la vacance du pouvoir. Vous voyez bien que l'Assemblée nationale, sans séparation de pouvoir, ça fonctionne comment? Kaba Yégué passe son temps à remercier le président d'avoir fait de lui un président de l'Assemblée. Il est là pour contrôler l'action du gouvernement. Vous n'entendez pas ce qu'il dit? Voilà. Before you leave us, I want to ask you this question, because you are a human rights defender. Now you are talking about the need for Cameroon as a country to respect the international laws and conventions to which it's a signatory. Now, take us down to the crisis in Northwest and Southwest regions to say that the most recent report from Amnesty International, an international rights group, indicated that in the recent months they have recorded a devastating and large-scale rights violations where people are being killed by both parties, where several houses and villages are burned. In this context, who talks for the rights of the people that are continuously being violated as the armed conflict rages on in the Northwest and Southwest region? REDAC does. REDAC does every day. This is what we are working on every day. It's not enough. We have to join the population themselves. They must join us. Political parties, everybody must join. We must construct a pyramid of reflection, thinking of how we can do, how we can work, how we can means to protect our people who are suffering so much. We are going to suffer more and more suffering to face this. This is what you, an intellectual, everybody must try to do. One, how to help our people who are dying, the families, the children, the widows, everybody who needs us. What are we doing? What are we doing to try to neutralize those who go to some medias to say that, okay, he must continue? This is speeches of hatred. What do we do to counterattack? This is a permanent work we have to do every day. We must not stay in our bureaus or offices and say, okay, no, we must be on the field. Try to join Amnesty International, like REDAC do, and see how we can. At this time, today, REDAC is trying to organize dialogue intercommunautaire everywhere, going to Northwest, even with dangers, try to see how we can take all these doléances of these people, how they can work to make
to easier their daily life, which is hell. Justement, Maître Alice Yes. Com, au moment où nous terminons cet entretien, comment redonner l'espoir aux Camerounais dans ce contexte de crise, de marasme économique, de sous-emploi et chômage galopant et de défis sécuritaires? Comment redonner de l'espoir? En travaillant tous les jours, je peux vous dire que je le fais à mon petit niveau individuellement. Je le fais dans le cadre du REDAC tous les jours. Tous les jours. On est à l'écoute. Je ne peux pas savoir le nombre de cas, avec les moyens dont on dispose, qu'on essaye de soulager tous les jours. Individuellement, tous ces jeunes gens qui ont défilé le 22 septembre ou pas, qu'on a arrêtés, et qui m'ont écrit pour me dire qu'ils n'ont pas d'eau potable. Je me suis mise à aller quémander de l'eau potable tous les jours pour leur envoyer pas moins de 15 packs d'eau tous les jours. J'ai rencontré de bonnes âmes. J'ai compris que les Camerounais, quand même, sont prêts à mettre la main dans la poche. Beaucoup. Dès que j'ai dit ça, que je suis en train de chercher des bouteilles d'eau, j'ai vu des élans de solidarité. Parmi le beau tout, je peux donner quelques noms. Peut-être qu'ils ne veulent pas que je donne leur nom. La diaspora est venue à mon secours. J'ai même pu obtenir d'une société de la place d'aller installer des machines pour minéraliser l'eau dans la prison, pour qu'on n'ait plus à chercher de l'eau matin, midi, soir, ponctuellement, pour que les jeunes gens puissent avoir de l'eau potable, Ça, c'est moi seul qui ai démarré ça, et j'ai été rejointe et aidée par beaucoup de personnes. Je vais leur demander si la prochaine fois je peux citer leur nom. Vous avez vu par exemple United for Cameroon, ces jeunes gens de la diaspora. Ce sont eux qui ont fait des collectes, etc., qui m'ont permis de payer les factures de ces sociétés pour qu'on leur mette de l'eau potable. Mais c'est rien à côté de ce qu'il faut faire. Mais je suis sûre que si nous tous on faisait ça, ce serait déjà un grand pas. Ça n'a rien à voir. Ce sont des sujets qui sont au-dessus de tous les clivages politiques et autres, et qui vont nous permettre de donner de l'espoir à ces gens-là et de se dire qu'ils ne sont pas seuls, et de voir que leur combat est pris en main par des gens qui n'ont pas perdu leur liberté, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on pourra, en réfléchissant, apporter un appui solide, et ces populations vont pouvoir indexer le pouvoir et leur dire non, et ils vont peser. Parce que la communauté internationale attend ça. On ne peut pas venir vous aider alors que vous êtes content avec votre management. Votre top management, ça va. Mais si vous montrez par un travail fait selon les normes internationales, etc., vous avez des gens à l'extérieur, notre diaspora et les autres, et des gens qui sont sensibles à la condition humaine camerounaise actuellement, qui savent qu'on est écrasé par ces mauvaises décisions qui conduisent à des guerres fratricides et qui font du Cameroun un enfer où il ne fait pas bon vivre aujourd'hui. Merci, Maître Alice Com. Je précise que vous êtes l'une des premières femmes avocates au barreau du Cameroun, présidente du conseil d'administration du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci également à vous, Amson Formi et Duval Fangwa, d'avoir participé à cette émission. Merci à toutes les équipes techniques conduites par Emmanuel Wapi et Mitterrand Dame. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette émission et merci de rester sur Equinox Télévision.